Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, comme à l'accoutumée, chaque dimanche, c'est Info 7. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir et vraiment l'insigne honneur de recevoir une grande dame de la République, une compétence de mon pays. Et j'assume, parce que la République démocratique du Congo regorge des compétences. Aujourd'hui, je reçois Odette Babandoa, qui est secrétaire générale adjointe de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, chargée du suivi de l'action gouvernementale et de la riposte. Très heureuse de vous recevoir, madame. Merci. Vous faites partie de l'UNC, mais beaucoup vous connaissent comme étant une des femmes qui a eu à gérer un méga ministère, à l'époque sous Mzee Laurent Désiré Kabila, le ministère de Transport. Et aujourd'hui, on parle souvent de l'entourage du chef. On dit souvent que le chef est bien, mais c'est l'entourage qui rend le chef mauvais. Vous avez été proche d'un président très aimé de notre pays, Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous étiez une bonne conseillère? Est-ce que pour vous, l'entourage du chef l'induit souvent en erreur? Oui, l'entourage du chef peut jouer un grand rôle autour du chef. Si l'entourage n'est pas bon, le chef aussi peut être influencé. C'est un homme, c'est une personne qui peut avoir des sentiments, qui peut être aussi influencé. Et les grands hommes politiques, ce n'est pas celui qui connaît tout, mais c'est celui qui est bien entouré. Quand vous êtes bien entouré, quand vous avez de bons collaborateurs, vous pouvez être un grand monsieur et une grande dame. Et l'entourage a un grand rôle à jouer. Et vous avez connu Mzee personnellement. Est-ce qu'il était du genre à écouter ses conseillers? Est-ce qu'il écoutait les conseils? Parce qu'on dit souvent qu'après tout, le dernier mot lui revient. Hein? Il peut bien vous écouter, mais il fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il écoutait les conseils? Surtout vous, une dame, est-ce que vous écoutez souvent? En tout cas, mon président Laurent Désiré Kabila, c'était un grand monsieur, un grand démocrate. Et je répète ça souvent quand on me pose la question. Est-ce qu'il écoutait les gens? Effectivement, Laurent Désiré Kabila écoutait les gens. Et des fois, quand on était au Conseil des ministres, quand il y a une question qui divise, on ne sait pas se mettre d'accord parce qu'il accordait à chaque ministre la parole. Et si on ne sait pas se mettre d'accord autour d'une question capitale pour la nation, il soumettait ça au vote. Et alors, votez. Et avant de voter, il va vous dire, quand vous allez vous engager pour voter, voyez d'abord l'intérêt supérieur de la nation. Que la position que vous êtes en train de défendre, elle est bonne pour notre pays, elle est bonne pour notre peuple. Si elle n'est pas bonne, il ne faut pas soutenir cette position-là. C'est à ce moment-là. Vous votez vraiment en âme et conscience. Et on votait en âme et conscience, en vous interpellant. Que votre position, ça doit engager la République dans le bon sens. Et alors, vous mettez un peu vos sentiments de côté. Voyez l'intérêt supérieur de la nation et engagez-vous pour ça. Et c'était ça le conseil qu'il m'a donné. Aujourd'hui, vous êtes proche de Vital Kamerhe, vous êtes chargé du suivi de l'action gouvernementale et de la riposte. Expliquez-nous un peu ce poste-là, ça veut dire quoi? Vous regardez de près ce que fait le gouvernement? Je suis de près ce que fait le gouvernement. Et s'il y a des actions à mener, ce sont mes conseils, ce sont mes orientations que je donne. Et même la gestion pour l'action du gouvernement, c'est moi qui dois les concevoir. Ok. Et on parle souvent de manque de démocratie, Madame Odette Babandoa, au sein des partis politiques, parce qu'on dit souvent que non, vous prenez l'alternance, vous prenez, vous, de l'opposition, la démocratie, mais au sein des partis politiques, eh ben, cette démocratie-là, cette écoute-là, on l'a vu dernièrement avec ce G7, on va en parler. Est-ce qu'il y a démocratie au sein de l'UNC? Est-ce que vous parlez? Est-ce qu'il y a des débats vraiment contradictoires au sein de votre parti, ou c'est Vital Kamerhe ou rien, ou l'UNC égale Vital Kamerhe? Non, dans chaque structure, il ne manque pas de problèmes, mais vous arrivez toujours à vous mettre d'accord autour d'un point. Il y a débat, et on débat et on discute pour arriver à une orientation. La toute dernière question avant de passer vraiment dans la rétrospective, Madame Odette Babandoa, est-ce qu'un jour vous pouvez évincer Vital Kamerhe s'il n'est pas d'accord avec le point de vue, par exemple, du bureau politique? Un jour, vous allez dire non, aujourd'hui, on ne veut plus de vous, Vital Kamerhe. L'UNC n'est pas égal à Vital Kamerhe. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut être à la tête de l'UNC? Mais Vital Kamerhe est président de l'UNC par les résolutions du Congrès. Si on n'est plus d'accord avec Vital Kamerhe, c'est que nous allons rentrer au Congrès et on va désigner notre président du parti. Donc il n'est pas président à vie.
Il faut le dire clairement, le président de parti n'est pas le président, c'est pas son ligablo, c'est lui qui l'a fait, c'est à lui quoi. Il n'est pas président à vie, il a été investi par les congrès. Et si ça ne marchait pas, nous allons saisir les congrès pour dire, venez statuer, voilà les problèmes qui se posent. Mais il ne vous dit pas, c'est vrai que j'ai quand même la direction politique. Il vous dit pas, Vita ne vous dit pas, par exemple, il vous dit jamais la direction politique nationale va saisir les congrès. À l'absence du congrès, il y a le conseil national. Le conseil national, c'est l'organe législatif dans l'intervalle du congrès qui se réunit chaque 5 ans. C'est que si ça ne marche pas, si on estime qu'il y a des reproches à faire au président et qu'on estime que le président ne doit plus être là, la direction politique nationale saisit le conseil, si c'est le conseil, si c'est vraiment urgent. Sinon, on convoque le congrès d'une manière extraordinaire et qui va se prononcer pour qu'on puisse voir ce qu'on doit prendre comme décision. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir cette rétrospective par 2 points de presse, celui de la majorité présidentielle et du G7. Suivant. Entre la MP et le G7, c'est désormais une guerre à distance via médias interposés. Au lendemain de la conférence de presse de ceux qui étaient jadis leurs alliés, la majorité présidentielle est revenue à la charge ce vendredi. Utilisant le même canal, c'est-à-dire la presse, quelques membres du bureau politique vont prendre le soin de démonter une à une les raisons avancées par le groupe de 7 pour justifier leur séparation. Il est aberrant qu'un regroupement politique, quel qu'il soit, puisse s'arroger des prérogatives dévolues au chef de l'État et inverser les rôles au point de faire du chef de l'État le suspect par intention contre lequel il faudrait protéger la Constitution. On se demande dans quel monde on se trouve. On voudrait même que ce procès d'intention fasse l'objet de palabres, pendant qu'il a été dit et redit par le président lui-même que la Constitution sera toujours respectée. Pour Lambert Mende, le G7 n'est autre qu'une dissidence tout aussi agitée que minoritaire et téléguidée de l'extérieur. Rassurante, la MP n'envisage nullement de perdre sa majorité. Et pour cause. À l'aide qu'il est, 9 députés sur 15 qui composent le format des élus de l'AC ont fait défection et se sont désolidarisés de leur ancien président, Olivier Kamitage. Il en est de même des autres partis politiques, notamment les partis comme l'UNAFEC de Gabriel Toumorma, qui a, oui, élu à l'Assemblée nationale. 7 se sont désolidarisés de lui. Il ne reste qu'un seul député qui est son épouse. Nos amis qu'on appelle le G7 pensaient qu'en faisant des déclarations ou en prenant une position contraire à l'avis général de la majorité, ils pensaient qu'ils allaient fragiliser la majorité présidentielle. Nenni, parce que sur 359 députés, notre décompte aujourd'hui est de 331 députés qui sont encore avec lui. À noter que ce face-à-face avec la presse a connu la participation des sénateurs et députés qui n'ont pas hésité à la conférer une ambiance digne d'une plénière de la Chambre basse. 10 ans se sont écoulés. Une nouvelle plateforme dans la sphère politique congolaise. Contrairement aux précédentes, celle-ci provient de la majorité présidentielle. Le G7 est dorénavant une plateforme politique dont le fonctionnement va être établi et rendu public dans les tout prochains jours. Avec des centaines de milliers de Congolais qui nous ont apporté leurs soutiens divers et variés lors des élections de 2006 et de 2011, avec les Congolais désireux de paix, de liberté et de progrès, des intellectuels pétris du sens de la justice, de l'équité du travail bien fait, nous allons créer un grand mouvement populaire capable d'entraîner l'ensemble du peuple congolais à se réapproprier son destin pour l'organisation d'élections crédibles, transparentes dans le délai constitutionnel.
Le groupe 7 n'a pas réussi à changer les choses de l'intérieur, mais dit tirer les conséquences du non-respect du partenariat conclu il y a 10 ans avec l'actuel président. Certains membres de cette plateforme ont déjà été soit révoqués ou ont démissionné. Qu'en est-il des autres dont la position n'a pas été dévoilée, mais aussi du ralliement des députés à cette cause? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre aujourd'hui. Ce qui compte, c'est cette volonté de bâtir ensemble une société apaisée, où chacun a la même chance de s'épanouir et de devenir ce qu'il aspire à devenir dans la société congolaise, pas une société de privilèges. Donc chacun aura la liberté de choisir. Mais ce que nous voulons, quand on est deux, je l'ai dit, nous sommes déjà une armée, quand nous sommes 80, nous sommes encore plus forts, si nous sommes la majorité, et c'est notre aspiration, c'est renverser le cours de l'histoire pour que nous n'allions pas d'échec en échec. Il n'y a pas une fatalité sur le Congo de vivre d'échec en échec. Visiblement, les ambitions du G7 sont claires et avec elles apparemment la détermination. Attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. Madame Odette Babandoa, nous avons suivi les deux points de presse, hein, donc le point de presse de la majorité présidentielle et du groupe G7. Selon vous, les raisons évoquées par Mende, il a dit tout simplement que ce sont des procès d'intention. Depuis tout le temps, le président Kabila lui-même n'a jamais dit, on ne l'a jamais entendu dire qu'il va réviser la Constitution ou il va prolonger son mandat. Vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment aussi un procès d'intention, chercher vraiment des pouces sur la tête de Kabila? Bon, c'est lui le chef, hein. Il faut qu'à un moment donné, qu'il arrive quand même à se prononcer. Pourquoi doit-il se prononcer? Parce que la Constitution est claire, madame. Non. Quand vous êtes le père de la famille et que dans votre maison, des enfants, il y a deux cas qui se créent dans la maison. C'est à vous à réconcilier les enfants, à les mettre ensemble pour dire que voilà ma vision ici, dans ces problèmes. Les 19, les 20, les 21 juin, nous avons perdu des vies humaines, janvier. Nous avons perdu des vies humaines ici dans ces pays. C'était la lutte contre la modification de la Constitution. Le président de la République ne s'est pas prononcé pour dire que calmez-vous, pourquoi on a laissé mourir ces gens. Et s'il n'y avait pas cette agitation-là, le peuple congolais, la Constitution allait être modifiée. Les procès d'intention. Mais je crois que les faits sont maintenant très clairs. Les 7 là, qui ont parlé pour refuser la révision de la Constitution, pour demander que les élections et l'alternance se fassent dans les délais constitutionnels. Vous avez vu? Ils n'ont pas quitté eux-mêmes leur poste. On les a révoqués par un acte signé. S'il y a un acte de révocation qui a été signé, c'est que la personne là n'est pas d'accord avec la position qu'ils ont soutenue. Mais c'était une lettre... Il y a une opinion qui pense, Madame Odette Babandoa, que c'était quelque chose qui devait se faire au sein de la majorité présidentielle. Ça se discute en famille, comme vous l'avez dit. Pourquoi écrire une lettre ouverte, que ça se lise partout, avant même que le chef de l'État ait eu accès à cette lettre? Nous, on le connaissait déjà. Pourquoi ne pas le faire en famille, s'appeler et puis parler, en discuter? Bon, moi, je ne suis pas dans leur famille, je ne sais pas ce qui se passe dans leur maison. Mais à ma connaissance, je crois qu'il y a déjà eu 2 premières lettres pour dénoncer cette situation. Et si vous avez écrit une première fois, vous avez écrit une deuxième fois, c'est que vous allez chercher des avocats de l'extérieur pour soutenir votre position. Je crois que c'est ce qui est arrivé. Ils ont écrit une première lettre, il n'y a pas eu de réaction. Ils ont écrit une deuxième lettre, il n'y a pas eu de réaction. Alors, ils ne devaient pas se résigner pour dire que nous tous, nous n'avions pas parlé. C'est pourquoi ils ont préféré que cette lettre-là soit mise à la place publique pour que tout le monde sache qu'il n'y a pas que la résignation dans leur camp. Il y a quand même des gens qui parlent. Et les gens qui voient l'intérêt, ils n'ont pas vu seulement l'intérêt du peuple congolais, ils n'ont pas vu seulement l'intérêt de la Constitution, mais ils sont en train d'épargner aussi leur chef des conséquences fatales. C'est leur chef. Quand vous aimez votre chef, vous devez lui dire la vérité. C'est ça les conseillers, en fait. C'est ça le rôle des conseillers. Quand vous ne dites pas la vérité à votre chef, c'est que vous ne les respectez pas. Ils ont donné des conseils, ils ont écrit, mais si on n'a pas suivi, alors, il faut pas que vous avez lu personnellement les revendications du G7, Madame Odette. Est-ce que c'était insultant? Est-ce que c'était dégradant vis-à-vis du chef? Les revendications du G7,
Je crois que c'est ce que nous tous les Congolais nous disons. Tout homme sensé et sincère répète ça. Le chef de l'État a prêté serment sur la Constitution qui est là. Cette Constitution-là, c'est sa signature qui est là-dessus. Mais les uns disent que la Constitution n'est pas la Bible, donc on peut la changer. Non, c'est ça notre Bible. C'est la loi maîtresse d'une nation. Cette Constitution-là, ils se sont battus pour faire adopter ça par référendum. Et c'est cette Constitution-là qui a créé la cohésion après Sun City. Nous avons eu cette Constitution pour asseoir une certaine harmonie, une cohésion dans notre pays. Et vous avez prêté serment sur cette Constitution en jurant, je jure fidélité, je jure de respecter la loi, tout ça. C'est qu'il faut respecter votre serment. Et si vous ne respectez plus votre serment, c'est que vous régnez même votre propre pouvoir. Et ceux qui vous entourent ne vont pas vous conduire à la mort, est-ce que la réaction... ne vont pas vous conduire à la dérive. La réaction de la majorité pour vous, est-ce qu'elle est disproportionnée ou c'est vraiment proportionné à cette trahison? Pour eux, ce sont des traîtres, ils ont trahi le chef de l'État, ils ont trahi la majorité présidentielle. C'est pour ça qu'ils ne doivent plus être avec eux. C'est une sorte de trahison pour eux. Si c'est une sorte de trahison, c'est que la trahison de la République est alors claire. Parce qu'ils ont parlé au nom de la République. Le président de la République et tous ceux qui l'entourent se battent pour la République. Et alors, si vous défendez la République, et cela constitue une trahison, c'est que c'est la République qui alors trahit. La toute dernière question, Olivier Kamitatou a dit qu'il n'y a pas de fatalité pour le Congo, il ne faut pas qu'on aille d'échec en échec et que le Congo appartient à tout le monde. Ce n'est pas aussi une question de gestion des ambitions au sein de la majorité présidentielle? Bon, moi je ne vais pas me mettre à parler de la gestion de leurs ambitions. Ils ont géré ensemble pendant 10 ans. Bon, si le moment est venu de dénoncer leur gestion de 10 ans, je crois que nous devons les laisser entre eux gérer leurs problèmes. Mais seulement ce que nous pensons et que ce qu'ils ont dit à travers leurs lettres, c'est ce que nous aussi nous avons dit. Je crois que vous avez suivi les 15 de ce mois, c'était mardi, les meetings de l'opposition. On va en parler. C'était les mêmes revendications qu'ils ont repris. Et le peuple congolais, c'est ce qu'il demande. La société civile, c'est ce qu'il demande. Alors nous tous, nous avons trahi, ou bien nous tous, nous luttons pour la République. Ok, par rapport à la sortie du groupe G7, nous vous proposons donc les réactions des politiques et des Congolais, tout un condensé constitué des réactions. Suivant. Mais la majorité, comme venait de le dire le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui a parlé aujourd'hui comme membre du bureau politique de la majorité présidentielle, elle reste sereine, elle fait bloc derrière le président de la République et apporte son soutien total au président de la République pour l'exécution de sa vision jusqu'au dernier jour de son mandat. Les amis du G7 sont partis, ils étaient à 7 il y a 2 ans, aujourd'hui ils sont encore à 7, mais fragilisés parce que les députés de ces groupes ne se retrouvent pas dans les aspirations de leur chef. Ils ont fait défection, ils ont désavoué leur chef. Kungwa Kumwanza a été désavoué. Aujourd'hui, Olivier Kamitatou, 7 de ses députés déjà ont fait des défections. C'est un désaveu. Donc, ils ne se retrouvent pas dans les aspirations de leur chef. Au niveau de la majorité de la MP, nous gardons la sérénité, vent debout, nous restons droit dans nos bottes, soutenant le chef de l'État pour l'exécution de sa vision jusqu'au dernier jour de son mandat. Ils ont opéré un choix politique. Peut-être qu'ils vont aller dans l'opposition maintenant, parce que ils ne partagent plus la vision, on ne partage plus la même vision avec eux. Pour Clément Kankou, c'est l'heure du changement. Il faut penser que tout peut arriver, dans la mesure où nous vous avons toujours dit qu'on avait en face une majorité mécanique, une majorité créée de toutes pièces, tout simplement sur des bases, je dirais, d'intérêt des uns et des autres. Mais maintenant que cette majorité est en train de s'effriter, nous pouvons nous poser la question sur la future, ou si cette majorité peut tenir encore au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, Steve Mbikaï de l'opposition nationaliste.
Ce qui est clair est qu'il y aura une nouvelle configuration de la scène politique, même à l'Assemblée nationale. Attendons voir d'abord combien de députés vont suivre leur leader pour voir ce qui va se passer. Et c'est une turbulence politique majeure qui nécessite absolument qu'il y ait concertation parce qu'on va tout droit vers une confusion totale. Donc c'est comme ça que je continue à plaider toujours et encore pour qu'il soit convoqué le plus tôt possible en dialogue politique qui nous permettrait d'être un peu clair sur tout ce qui se passe et qui nous éviterait des casses qui pointent en perspective. Quant à la question liée aux conséquences de cette exclusion sur la vie institutionnelle, Claude Machala rassure. Au jour d'aujourd'hui, prétendre que nous allons vers une crise parce que parmi ces traîtres, il y aurait des gens qui auraient un certain poids politique. Vous me parlerez sûrement de Kyungu. Moi, personnellement, j'ai toujours considéré M. Kyungu comme étant en liberté provisoire. Aujourd'hui, c'est facile pour lui de prétendre avoir combattu une dictature. Nous l'avons vu à l'œuvre. Comment est-ce qu'il a eu à combattre cette dictature? C'était en fournissant les biloulous. Le MSR, c'est une fabrication du PPRD. Pierre Lumbi a quel poids politique? Entre nous. Vous le connaissez de vue. Mon Olivier Kamitatou, vous savez, la trahison, c'est un problème d'ADN. Vous savez tous d'où il est venu. Qui a trahi, trahira. Il représente quoi, ces messieurs-là? Les prochains jours nous diront un peu plus s'agissant de la position, voire le devenir des uns et des autres. Wait and see. Le bureau politique du mouvement social pour le renouveau, élargi aux députés et sénateurs, s'est réuni ce mercredi 16 septembre 2015 au siège national du parti pour examiner la situation politique de l'heure. 1. Le bureau politique du MSR exprime son soutien indéfectible au G7 dans son combat pour le respect de la Constitution et des valeurs républicaines et démocratiques, gage d'une paix durable dans notre pays. 2. Il exhorte tous les membres et cadres du MSR à plus de vigilance, de solidarité et de courage politique nécessaires à l'idéal et aux valeurs républicaines qu'il défend. 3. Le bureau politique soutient son président national, le camarade Pierre Lumbi au Congo, et mettait sa confiance dans la lutte qu'il mène depuis plusieurs décennies pour la fondation et l'émergence d'un état de droit au Congo. Peuple congolais, lève-toi, cette affaire te concerne. Fait à Kinshasa le 16 septembre 2015. Le bureau politique. Madame Babandoa, nous avons suivi les réactions des politiques, des Congolais dans cet élément. Beaucoup de choses ont été dites. La défection de G7, est-ce que pour vous, ça fragilise, est-ce que ça fragilise vraiment la majorité présidentielle aujourd'hui, ou ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau? Selon certains, on avait suivi, hein, beaucoup ont dit quel poids politique ont certains de ces chefs des partis, que vaut par exemple Olivier Kamitatou dans l'espace politique congolais, que vaut Kyungu aujourd'hui dans l'espace politique congolais, que vaut Pierre Lumbi dans l'espace politique congolais. Alors pour vous, est-ce que la majorité présidentielle est-elle fragilisée ou c'est un coup d'épée dans l'eau? Maman Paulette, vraiment, ça m'a affecté ce que je viens de suivre. Hein. Des hommes d'État ne parlent pas comme ça. C'est à la limite de l'injure que je sais que je viens de suivre. Ça ne fragilise pas la majorité présidentielle. Peut-être que numériquement, ils sont en train de voir 7 personnes. Mais les 7 personnes dont on est en train de parler là avec beaucoup de légèreté, c'est quand même le précaré du président de la République. Quand vous prenez une personne comme Lutundu, c'est le constitutionnaliste de cette maison-là. Qui s'est battu d'ailleurs pour faire passer la Constitution. Qui s'est battu pour faire la Constitution. En 2006. Et je crois qu'il a été parmi les rédacteurs de cette Constitution-là. Et vous allez nous dire, Kyungwa Koumanza, c'est quoi? Vous allez nous dire, Mwando Simba, c'est quoi? Mwando Simba a été l'informateur de Joseph Kabila pour former le gouvernement.
Ce n'est pas n'importe qui comme un informateur. C'est que il représente une grande valeur. Il représente une grande importance pour le président de la République. Et on ne peut pas le qualifier tel qu'on est en train de qualifier là. Ça, c'est de la légèreté dans la gestion de la politique. Et dans tout ça, vous attendez la cohésion nationale. Mwando Simba, c'est un leader. Au Katanga. Et en République démocratique. Et en République démocratique du Congo, Mwando Simba, c'est un leader. Kyungu Wakumwanza. On l'a encerclé aujourd'hui là-bas quand il voulait faire ses meetings. Il était à l'église, on est allé encercler. Mais les peuples du Katanga sont descendus dans la rue, dit tuez Kyungu devant nous. Nous allons voir comment vous allez tuer Kyungu. Un peu dans l'eau, le président de la République a perdu avec ces groupes de 7, les maillons, les précarés de son action, les stratèges. Et je ne vois pas comment on peut dire des choses comme ça. Pierre Lumbi, c'est quoi? Pierre Lumbi a été ministre des Affaires étrangères de Tshisekedi en 1993. Déjà à l'époque. Ce n'est pas par hasard que Tshisekedi l'avait pris pour le nommer ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est un grand là-bas à l'Est. Il a beaucoup travaillé dans la politique à l'Est du pays. C'est ça qu'il avait valu le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Tshisekedi. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est le conseiller spécial du chef de l'État. En matière de sécurité. En matière de sécurité. Qui vous quitte. Vous croyez que c'est une chose facile? Je regrette les gens qui sont en train de parler là-bas, comme les Claude Machala, qui sont presque en train d'insulter les gens. Ils ne savent pas ce que le président de la République a perdu. Pour eux, si c'est numériquement, mais politiquement, c'est une grande perte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura une nouvelle configuration de la scène politique? Il va arriver à une configuration. Mais ce départ-là peut entraîner, ça a beaucoup de conséquences. Vous voyez que le président de la République a perdu 3 de ses frères de la province. Il y a Kyungu Wakumwanza, il y a Mwando Simba, il y a Banza. Vous savez comment Banza est arrivé là-bas au pouvoir? Banza, c'est un richissime là-bas chez lui au Katanga. Si on l'a amené au pouvoir, c'était pour éviter qu'il fasse coalition avec le gouverneur Moïse Katumbi. Maintenant qu'il est parti, vous croyez que ce n'est pas une coalition qui est en train de se préparer? C'est ce que peut-être... Est-ce qu'ils sont en train d'estimer... C'est une dissidence téléguidée par Ils sont en train d'estimer toutes ces conséquences-là. S'ils étaient de bons collaborateurs, ils devaient aider leur chef. Okay. Au lieu de se battre seulement parce qu'ils ont vu avec le départ des Olivier, de tous les autres là. C'est la recherche des postes. Donc, la recherche des postes. Pour avoir les postes, ils peuvent dénigrer les autres comme ils veulent, mais sans oublier que les conséquences vont être quand même graves. Nous avons suivi d'ailleurs le premier intervenant, c'est Manda, qui a dit que la majorité est tout à fait sereine. Ces départs-là, ça ne les affecte pas du tout. Ils ont fait le choix et ils l'assument. Bon, qu'ils assument leur choix. Les autres aussi, les autres ont assumé leur choix. Et je crois que c'est à contre-cœur qu'ils sont partis. Je crois même qu'ils ne voulaient même pas partir. Vraiment, ils ont donné des conseils, mais on n'a pas suivi les conseils. Et alors, ils sont liés, s'ils se sont engagés ensemble, c'est dans le respect d'un texte. Le texte sur base desquels et tous ils ont prêté serment. Si vous voulez bafouer ce texte-là, si vous voulez marcher sur ce texte-là, si vous voulez ignorer même votre serment, même Dieu va vous condamner parce que vous avez juré devant Dieu et la nation. Par rapport à la fidélité, il y a eu quelques députés qui ont fait défection, qui ont régné en fait les chefs de leur parti. On a dit que beaucoup ont régné Olivier Kamitatou, ils ont régné Ndundo, ils ont régné Pierre Lumbi. Alors, est-ce que ça ne pose pas un petit problème au sein de l'Assemblée nationale? Parce que si vous régnez votre appartenance à tel ou tel parti, vous perdez automatiquement aussi votre poste au sein de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Non, c'est vraiment un déshonneur pour l'homme politique congolais. Quand vous allez vous mettre à régner votre chef du parti, mais il faut aller alors dans le parti. Si c'est le directoire, quelle est l'instance qui est habilitée à révoquer le président? Vous demandez la convocation de cette instance-là
pour dire que celui-ci n'a plus suivi la ligne maîtresse et la conviction de notre parti. Nous devons le démettre pour qu'on mette à place notre président. Tous ces députés-là qui sont à l'Assemblée, ce sont eux qui constituent les directoires des partis politiques, ou bien ce sont les membres du Congrès, et ils peuvent se décider, se prononcer à la place de l'organe compétent pour destituer le président d'un parti. C'est l'organe qui est habilité à destituer le président, qui doit se réunir pour dire qu'au vu des déclarations de monsieur le président actuel, en tout cas, il s'est écarté de ligne maîtresse du parti. Alors nous, du directoire national, ou bien nous, du Congrès, nous avons décidé de les démettre. Mais ce n'est pas un député parce qu'il tient à garder ses avantages. Et ce que je crois qu'ils savent quand même que ce sont eux qui se sont écartés maintenant de leur parti politique. Et à conséquence, ils doivent assumer aussi les conséquences. La toute dernière question avant de passer à autre chose, est-ce que vous allez les accueillir au sein de l'opposition? Parce que vous partagez les mêmes points de vue. Est-ce que l'opposition congolaise va ouvrir les bras pour accueillir le membre de G7? Ou certaines opinions pensent que c'est un calcul tout à fait politique. Ils sont là. D'ailleurs, ils viendront pour vous fragiliser. C'est de l'intox tout simplement. C'est un bon calcul politique. Quand ils intégreront l'opposition, ils vont vous fragiliser. Nous nous battons pour la grande cohésion nationale. Nous nous battons pour la cohésion. Si vous avez reconnu vos défauts et que vous vous êtes repenti, vous revenez à la raison. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas les accueillir. Ok. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec les réactions. Notre rédaction vous propose la réaction des politiques par rapport au pré-dialogue. Et là, nous entrons dans le dossier du dialogue qui doit vraiment se tenir incessamment vu les enjeux de l'heure. Il n'y a rien eu à Rome. Il n'y a pas eu de rencontre à Rome. Je vous le dis, la main sur le cœur, devant Dieu, il n'y a pas eu de rencontre à Rome. Félix Tshisekedi pris à contre-pied par Étienne Tshisekedi. Contrairement au fils, le père reconnaît dans un communiqué le pré-dialogue d'Italie et d'Espagne. Un mensonge qui, selon Martin Tshisekedi, membre d'honneur de l'IDPS, a fini par être rattrapé par la vérité. Mais aujourd'hui, le mensonge peine. Il n'y a pas 2 semaines, on a suivi sur les antennes les soi-dit bouches autorisées de l'UDPS, pour ne parler que de l'UDPS, qui ont démenti, main sur le cœur, qu'il n'y a pas eu de pré-dialogue, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu d'entretien, ainsi de suite. Mais si le président lui-même, il appelle ses délégués, dans le communiqué clair, il appelle ses délégués à se retirer, ça ne me surprend pas. Franck Diongo, lui qui a été le premier à dénoncer ces rencontres secrètes, aujourd'hui reconnu par Tshisekedi, salue la sagesse du président de l'IDPS. Je salue la décision du président Tshisekedi de pouvoir se désengager du dialogue. Telle a été notre demande depuis le premier jour. Nous avons eu des débats contradictoires avec son secrétaire général et dans tous nos points de presse. L'histoire donne raison à Franck Diongo. Rappelez-vous. À l'IDPS, l'on constate une lecture erronée de ces communiqués de Étienne Tshisekedi. Maître Peter Kazadi crie à un acharnement sur certains cadres de l'IDPS. Mais vous dites bien avoir lu les communiqués. Dans les communiqués, le président reconnaît qu'il y a eu des contacts, qu'il avait mandaté ses délégués, qu'il les a retirés. Pourquoi on veut créer des confusions là où il n'y en a pas? Je sais qu'il y a une opinion qui tend à faire croire aux Congolais que M. Tshisekedi ne contrôle plus rien, on décide à sa place. Tout ça est faux. Il y a les communiqués qui contredisent tout ce monde-là. Maître Peter Kazadi réaffirme l'existence de l'unité et de cohésion entre le président national de l'IDPS et ses collaborateurs. À la majorité présidentielle, on reste serein malgré cette mauvaise nouvelle. Alain Atundu réduit ses décisions de Tshisekedi à une stratégie de négociation. Je ne voudrais pas dramatiser ce que j'appelle en réalité une péripétie. Parce que, en réalité, les ponts ne sont pas rompus. Ils ont exprimé de façon, on va dire, spectaculaire leur non-satisfaction. À l'opposition anti-dialogue, cette décision est l'objet d'une moquerie. Pour le professeur Kalele, c'est la remise à l'ordre d'Étienne Tshisekedi. Il n'appartient pas à nous, les membres de la dynamique,
de rejoindre l'UDPS. Il appartient plutôt à l'UDPS de nous rejoindre, parce que c'est nous qui avons soutenu la thèse du non-dialogue. Sinon, c'est à l'UDPS de se remettre en ordre. Remise à l'ordre non rétorque les allées de l'UDPS, Prof Boissa du G14. Non, ce n'est pas une remise à l'ordre. Moi, je pense que nous devons être modestes. Le monde entier, Naba Soso, Naba Taba, Oana Congo, ils savent qui est le père de la démocratie, qui est le vrai opposant, qui a créé la crise de légitimité depuis 2011. À l'opposition pro-dialogue incarnée par Steve Mbikaï et son opposition nationaliste, l'on refuse d'être un parti suiviste. D'abord, pour défendre une vérité, on ne doit pas absolument être nombreux. C'est lui qui avait dit que la Terre tourne autour du Soleil a été tué parce que la majorité était dans l'ignorance. Et j'ai dit que la position prise par l'UDPS engage l'UDPS. Et quand j'ai lu ces communiqués, l'UDPS n'a pas donné des raisons pour lesquelles quitter le pré-dialogue. Et puis le pré-dialogue, c'était leur affaire, pouvoir, l'UDPS. Ça ne nous concernait pas. Voilà pourquoi nous disons que, même si on peut rester seul dans cet esprit dialogue, nous disons il le faut. Etienne Tshisekedi, à travers cette décision, a pris tout le monde à contre-pied. L'équation se complique davantage. Merci à toi, John Lungila, pour ce condensé. Madame Odette Babandoa, nous connaissons déjà la position de l'UNC par rapport au dialogue. Niet, pas de dialogue, nous allons tout droit aux élections, mais il y a quand même une certaine opinion qui pense que non, le dialogue est une vertu africaine. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et parler de tous ces problèmes qui arrivent, madame? Vous allez parler de l'intérêt supérieur de la nation, de la RDC. Pourquoi vous évitez le dialogue? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Maman Paulette, je crois que quand je venais ici, je t'avais demandé ma DVD, que nous avions passé une émission avec toi il y a 10 ans. Là où j'ai réclamé le dialogue. C'était en 2005. J'ai réclamé le dialogue parce que de retour de Sun City, il y avait une commission qui n'avait pas fonctionné. La commission Vérité et Réconciliation. Cette commission n'avait pas fonctionné, ce qui fait que après les élections de 2007, nous avons eu ce que nous avons eu comme la guerre ici. En 2011, les élections se sont mal passées. Tout le monde a décrié ces élections-là. Y compris le chef. Hein. Y compris le chef de l'État. Nous, à l'INC, notre président Vital Kamerhe avait écrit avec les avis que nous avions donnés pour demander le dialogue, pour apaiser les esprits, pour qu'ensemble on trouve les orientations pendant les 5 ans de 2011 à 2016, qu'on sache ce qu'on doit faire pour que les élections de 2016 ne connaissent plus de problèmes. On a tout fait pour avoir le dialogue. Mais ceux qui ont géré, ceux qui se sont gagner les élections, ont dit que c'était leur moment de gérer et qu'ils n'avaient pas de conseils à recevoir des autres Congolais. 5 ans se sont passés, nous sommes presque à la fin du mandat. Aujourd'hui, nous allons nous réveiller pour faire quel dialogue encore? Vous connaissez les Congolais? Quand vous commencez le dialogue aujourd'hui, ce n'est pas dans 3 mois que le dialogue va se terminer. Et c'est tout le monde qui va chercher à être dans ce dialogue-là. Vous n'allez pas réunir 300 personnes. Parce que quand vous réunissez 300 personnes, d'autres vont s'ajouter, d'autres vont créer des problèmes. C'est que vous allez avoir 1000 personnes. Et 1000 personnes, c'est le temps de gérer les avis de tout le monde. C'est le temps de se mettre d'accord sur un point. Un point peut prendre 2 mois. Un autre point peut prendre peut-être 4 mois. C'est que nous allons nous retrouver là-bas dans une éternité de temps qu'on aura perdu. Et on aura ainsi perdu même, dépasser même le délai constitutionnel dans l'organisation. C'est ça qui vous fait peur. Et nous ne voyons plus ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais il y a des problèmes en RDC, Madame Odette. Ce qui reste aujourd'hui, c'est faire respecter la démocratie. Faire respecter la démocratie, c'est organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le motif qu'on nous invoque là-bas, le président de la République, dans son discours du 30 juin, il a dit qu'on n'a pas d'argent. Alors que, à ce qu'on sache, le budget de 2012 jusqu'à aujourd'hui, on mettait toujours de l'argent de côté
pour l'organisation des élections. Obemina l'a dit aujourd'hui, il y aura un contrôle très suivi il faut que ce contrôle-là, que se fasse. 4 ans dira, ils ont mis de côté, je crois que c'est dans les 200 millions. C'est qu'aujourd'hui, on devait se retrouver avec au moins 800 millions. Mais si on doit programmer les élections aujourd'hui, et c'est le budget d'une année qu'on voudrait utiliser pour organiser les élections, ça ne va pas marcher. Et s'ils n'ont pas gardé l'argent pendant les 4 ans là, alors c'est dans une année qu'ils vont constituer l'enveloppe pour organiser les élections. Dans une année, ça sera impossible. Nous avons demandé, nous avons mis à la disposition de la CENI qui avait publié le calendrier électoral, que ce calendrier-là, qui était publié avec des contre-propositions, des contraintes, ne pouvait pas être réalisé. Vous avez exigé le calendrier global, on vous a donné le calendrier global? On nous a donné le calendrier global avec 23 contraintes. Alors, si vous ne réalisez pas, vous ne rencontrez pas ces contraintes-là, le calendrier devient inapplicable. Ça ne peut pas s'exécuter. Alors, nous sommes rentrés à l'autorité compétente pour organiser les élections avec un projet de calendrier. Nous lui avons demandé, voilà, nous pouvons nous mettre ensemble. Les pouvoirs, la société civile, l'opposition. Essayons d'examiner comment rendre applicable les calendriers que vous avez proposés, que ce que nous avons proposé, pour trouver une voie de sortie. Mais ce n'est qu'à ce niveau-là où se trouvent les problèmes. Nous allons nous réunir pour montrer au gouvernement, voilà là où tu peux aller trouver l'argent pour venir organiser les élections. Parce que c'est ça qui pose problème. C'est à nous maintenant, les citoyens normaux comme ça, nous allons nous réunir avec le pouvoir pour dire que le pouvoir, regarde, va puiser l'argent là-bas pour venir organiser les élections. Mais il y a d'autres problèmes aussi, Madame Babando. À part les élections, est-ce que le Congo ne rencontre-t-il pas ou ne rencontre-t-il pas d'autres problèmes, la RDC, aujourd'hui? Les problèmes, s'il y a des problèmes... Il y a des attaques à l'Est, il y a le côté social, et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. On peut parler d'autres choses. Il y a la double nationalité. Il y a beaucoup de choses. Mais ça, ce sont des problèmes de la gestion normale du pouvoir. Ce n'est pas dans les concertations que nous allons parler de tout ça. C'est pendant les 4 ans ici, 5 ans ici, qui devaient résoudre tous ces problèmes-là. Si nous avions demandé le dialogue après les élections chaotiques de 2011, c'était pour qu'ensemble, on voit comment on allait résoudre tous ces problèmes-là. Mais ils ont dit qu'ils avaient gagné les élections, qu'ils sont capables de gérer, ils ont une vision de société. Alors, ils ont géré leur vision de société dans le cadre des mandats qu'ils ont eu. Aujourd'hui, si ces problèmes restent, c'est celui qui sera élu en 2016 qui va continuer la gestion de la République pour résoudre ces problèmes-là. L'unique problème capital aujourd'hui, c'est que nous organisons les élections. Mais avec ce qui se passe, en tout cas, avec toutes ces contraintes, le délai constitutionnel ne sera pas du tout respecté. Et qu'est-ce qui va se passer si ce délai constitutionnel n'est pas respecté? C'est ça aussi le problème. C'est peut-être sur ça que vous devez parler, Madame Ondeli. Il ne faut pas fermer la porte à toute discussion, parce que tel que nous voyons les choses, il ne faut pas se voiler la face. Il y a 23 contraintes, vous l'avez dit. Ça ne sera pas du tout respecté. Nous n'avons pas fermé la porte à la qu'est-ce qui va se passer? Nous n'avons pas fermé la porte à la discussion. Nous avons dit la discussion, ça tourne autour des élections. Le reste, c'est la gestion normale des institutions. Et alors, ceux qui ont fermé la porte, ce sont eux-mêmes qui ont fermé la porte. Ils avaient convoqué les concertations ici en 2013. C'était même à ce moment-là, on pouvait se mettre d'accord. Mais ils ont convoqué les concertations à leur façon. Ils ont envoyé les invitations. À qui ils ont voulu envoyer les invitations? Et si on vous envoie une invitation, on vous donne le titre, la qualité avec laquelle vous allez aux concertations. Si vous n'acceptez pas cette qualité-là, vous n'êtes pas les bienvenus aux concertations. Ils ont raté ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous réunir, on n'aura pas de solution. On va prendre 3 ans pour discuter. Et ce sera le glissement. Ce sera le glissement, ce sera le chaos, ce sera la mort. Nous voulons qu'on ait les élections, qu'ils aillent, qu'on se mette, que la CENI nous invite pour qu'on se mette d'accord pour qu'il y ait un calendrier qui va être accepté. Ok, mesdames et messieurs, notre rédaction, comme à l'accoutumée, a réfléchi à haute voix sur la vie politique en République démocratique du Congo et les conséquences juridiques des révocations et des auto-exclusions qui, les dernières nouvelles, ces derniers temps, les derniers mots, comme vous le savez, en République démocratique du Congo, après les glissements, après le pré-dialogue, et voilà, nous sommes à l'auto-exclusion et aux révocations. Suivons.
Jamais le terme mouvementé n'a été aussi bien porté dans la sphère politique congolaise qu'aujourd'hui. Une situation qui fait dire à plus d'un observateur que les jours à venir s'annoncent incertains, chaotiques et les plus optimistes prédisent au pire un blocage. Tout commence le dimanche 13 septembre dernier. L'UDPS, à travers un communiqué de presse, annonce son retrait du pré-dialogue entamé depuis plusieurs jours avec les délégués de la majorité. Cette décision sera juste après confirmée par le fils Tshisekedi dans les ondes de différentes radios. Pour Félix Tshisekedi, le pouvoir en place jouerait un double jeu tout en tirant les discussions en longueur afin de la mener à cautionner de facto un dépassement du mandat de l'actuel président, mais aussi des députés nationaux. Il en veut pour preuve, entre autres, le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans la foulée de cette annonce, intervient 2 jours plus tard une autre annonce, mais toujours avec le même format. Il s'agit du communiqué de G7. Le groupe de 7 personnalités représentant 7 partis majeurs de la majorité présidentielle. L'UNADEF de Mwando Simba, l'ARCO d'Olivier Kamitatou, le PDC de José Ndundu, l'UNAFEC de Gabriel Kyungu, l'ADP-MCDD de Christophe Lutundula, le MSR de Yves Mobando, l'avenir du Congo de Mbanza. Comme en écho aux craintes de l'UDPS, ils mettent en garde contre toute tentative de dérive dictatoriale à la tête du pays. Ces partis appellent ainsi au respect de la Constitution, notamment par la tenue en priorité des élections présidentielles, législatives, provinciales et sénatoriales. À en croire le président de l'UNAFEC, Kyungu Akumanza, il est également temps pour la MP de se chercher son candidat pour la présidentielle, Joseph Kabila, est en fin mandat. Au milieu de ces 2 annonces va intervenir un autre communiqué, cette fois-ci du PPRD. Apparemment pris de court par ses autres alliés, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ne va juste réagir que sur la décision du parti de la 10e rue, disant prendre acte, mais en même temps invite le président de la République à convoquer le dialogue présenté par ce parti comme la seule voie de sortie de la crise qui secoue le pays et permettre la tenue des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. La rentrée parlementaire qui intervient ce jour dans les 2 chambres risque également d'apporter son lot des problèmes et ne présage aucune accalmie. L'on nous apprend déjà des sources sur les différentes stratégies mises en place par certains députés de la majorité afin de rejeter le budget de l'État, exercice 2016 au pire. Au mieux, ils comptent conditionner son examen à la justification du gouvernement Matata des 250 millions de dollars prévus chaque année pour l'organisation des élections. Pendant ce temps, à l'opposition anti-dialogue, l'on tient également un meeting ce même 15 septembre à Njili-Sainte-Thérèse. Nul n'ignore que les différents communiqués, les désaveux des uns et des autres leur ont donné de la matière pour justifier leur refus de participer au dialogue et la nécessité, selon elles, d'organiser les élections présidentielles et législatives d'ici le 20 décembre 2016. La Constitution, à son article 110, dispose plutôt qu'un député, un parlementaire perd son mandat à partir du moment où il quitte expressément son parti politique. Au regard de cette désolidarisation, que ces députés prennent aussi bien le courage de quitter les partis. Parce que il est clair que la décision qui a été prise par ces partis politiques, en tout cas, avait été approuvée par leurs différents bureaux politiques respectifs. Pour autant que, bien sûr, tout député n'est pas forcément membre du bureau politique. Vous voyez ? Et donc, que d'agir de manière isolée, il faut aussi prendre le courage de démissionner. Au cas contraire, je crois que nous avons suivi l'interview d'Olivier Kamitatou. Ces différents partis politiques vont devoir les remercier. Mais nous attendons plutôt un acte fort de la part de ces députés de quitter expressément et de laisser les différents sièges de ces partis pour lesquels ils ont été élus. Alors cette fois-là, ils auront perdu ces sièges et alors ça aura davantage renforcé ou réconforté la position du G7. Mais il faut noter que G7 n'est pas à négliger. C'est un poids irrédoutable aujourd'hui qui a tout chamboulé et qui a bouleversé la donne politique aussi bien
de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Merci à toi, Élisée Odia, pour ce magnifique condensé de notre rédaction. Ça résume un peu, Madame Odette Babandoa, tout ce qui se passe ces derniers temps en République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, selon une certaine opinion, nous l'avons suivi, hein, Félix Tshisekedi a refusé le dialogue parce que selon lui, le gouvernement ou l'autre côté joue à un double jeu. L'arrêt de la Cour constitutionnelle qui permet d'ailleurs qu'on nomme je ne sais pas comment on va les appeler, les commissaires spéciaux pour gérer les nouvelles provinces. Alors il y en a qui disent que non, pour le G7 c'est fini. Cette dictature, il faut vraiment qu'ils connaissent d'ici là un nouveau candidat pour la présidence, car pour eux, le mandat de Joseph Kabila, ça se termine en 2016. Et à l'Assemblée nationale, nous avons suivi, et ça sera déjà chaud parce qu'on redoute déjà le rejet du budget 2016, parce qu'on doit contrôler, comme vous l'avez dit, l'argent prévu pour les élections. Alors pour vous, le pays, le tableau est un peu sombre et pessimiste. Est-ce que vous avez peur que le pays sombre dans les chaos, ou c'est quelque chose aussi qui est alimenté par nous, médias, ou par la communauté internationale, hein, comme disent les uns et les autres? Dans tout bateau, il y a un commandant de bord. Hein? Si nous allons vers la dérive, nous avons un commandant de bord. C'est celui-là qui va sauver le Congo. Le président de la RDC n'est quand même pas le Titanic, hein, Madame Odette Babandoa, on n'a pas coulé. Hein? C'est le commandant qui doit tout faire pour que notre bateau ne coule pas. C'est à lui à se prononcer. Nous tiraillons. Pourquoi? S'il se prononce aujourd'hui, le climat sera détendu. Le problème est qu'on se tue ici parce qu'on veut violer la Constitution. Ce sont des procès d'intention. Qui va le violer? Non. Parce que le fait déjà tangible de la violation de cette Constitution, de révoquer les membres de son camp qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord qu'on viole la Constitution, qui veulent que les élections se tiennent dans les délais, qui est l'alternance. Le fait de les révoquer, ça dit déjà beaucoup. C'est une façon ça dit déjà beaucoup. Parce que dans les mêmes circonstances, j'ai suivi Olivier qui l'avait dit. Il y avait un autre qui a dit Kabila désire. Là, il n'y avait pas d'obligation de réserve. Celui-là n'a pas été révoqué. Mais l'obligation de solidarité, de réserve, ce n'était que pour ceux qui ont dit que nous devons respecter la Constitution, nous devons avoir les élections dans les délais, l'alternance, l'obligation de réserve et de solidarité ne pouvait être que pour eux. Bon, les intentions sont claires. En tout cas, les intentions sont claires. Pour qu'on arrête avec ces intentions, c'est le commandant de bord qui doit parler. Il faut qu'il aide son peuple, il faut qu'il aide son pays à ne pas sombrer. Qu'il nous parle. Parce que nous avons vu ici, ils ont quitté ici, ils sont allés en Italie pour un pré-dialogue avec un groupe de 3 ou 4 personnes, tout ça, pour faire le pré-dialogue avec eux. C'est l'argent de la République. Ils sont allés en Italie pour faire le pré-dialogue. Ils ont quitté le pré-dialogue, ils ont quitté l'Italie pour aller pour l'Espagne. Et ça m'a fait rire quand j'ai suivi un membre de la majorité à la télévision qui dit « Non, nous étions partis à la ville d'Ibiza pour aller réfléchir à toute sérénité avec les autres. » Ibiza, c'est pour aller réfléchir en sérénité. Moi, une amie qui est la femme d'un milliardaire m'avait accordé des vacances à Ibiza. Là, ce n'est pas la sérénité. Là, c'est la jouissance. Tu viens jouir de ce que tu as comme argent. Ce sont des boîtes de nuit, ce sont des plages et tout coûte cher. Et je ne vois pas à quel moment on va aller faire un travail serein à Ibiza. Et alors, s'ils voulaient, ils sont allés à Ibiza. Je crois que c'était l'Europe. Bon, peut-être qu'ils voulaient faire un peu plaisir à ceux qui ont passé beaucoup d'années dans l'opposition. Comme ils avaient visité l'Europe en Italie. Ils pouvaient aussi aller à Cancun, qui est une ville jumelle à Ibiza. C'est le même décor. C'est malheureux. Donc, vous prenez l'argent de la République, vous allez à Ibiza pour aller dire que vous êtes allé réfléchir. Je demande au peuple congolais qui me suivent qu'ils aillent sur Google, cliquer sur la ville Ibiza.
ils vont voir là-bas. Quelle sérénité de la réflexion. Mais c'est dommage quand nous vivons des choses comme ça. Nous croyons que le moment est venu. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans les pouvoirs. À un moment donné, d'abord, nous devons voir que c'est l'intérêt supérieur qui prime. Nous devons faire ce qu'il faut pour garantir, pour préserver notre pays des chaos. Oui, il y a quand même le CESAC qui a passé un communiqué pour interdire un spot qui passe dans une chaîne concurrente pour nous dire que sans le dialogue, c'est le chaos. Le spot est tellement fort. C'est la chanson qu'on nous chante chaque jour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que sans le dialogue, c'est aussi le chaos? Mettez-vous ensemble pour éviter ce chaos. En 2016, pour qu'on vote la constitution référendaire, là, c'est ça que la chanson qu'on nous avait chantée. Si vous ne dites pas oui à la Constitution, la guerre va reprendre. Il fallait faire peur aux Congolais. Votez oui, sinon la guerre va reprendre. En 2011, c'était le même problème. Ils ont révisé la Constitution. On a quitté les élections présidentielles à 2 tours pour se retrouver avec les élections présidentielles à un seul tour. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent. Et si vous n'acceptez pas cette révision, il y aura la guerre. Donc il y aura toujours l'épée de Damoclès sur la tête des Congolais. Inclinez-vous, inclinez-vous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ou nous acceptons alors de vivre la résignation. Dit, si nous faites pas ce que le pouvoir veut, c'est la guerre qui commence. Comme l'a dit Olivier Kamitatou, il n'y a pas de fatalité au Congo. Nous allons vivre alors qu'on vive dans la résignation pour dire non, si on bouge ici, la guerre va commencer. Alors nous allons rentrer à 90 pour vivre la démocratie, la dictature ici dans ces pays. Parce qu'il n'y aura pas des élections. Nous allons terminer par... nous avons suivi le monsieur qui a parlé par rapport aux députés nationaux, par rapport... Nous avons déjà abordé ce sujet, mais moi je voudrais savoir, est-ce que ces députés nationaux, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ce sont les partis qui les ont... ils ont été élus grâce aux partis, mais quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont maintenant députés nationaux. Est-ce que doivent-ils suivre aveuglement les dictats du parti? Est-ce que doivent-ils obligatoirement démissionner comme leur chef de parti leur ont dit que non, nous ne sommes plus ou pour ça ou ça? Est-ce que les députés doivent-ils suivre aveuglement les propos de leur chef? Ils sont députés nationaux, ils ne sont plus députés de l'ARC ou députés de MSR ou quoi. Ils sont députés nationaux maintenant, ils ont changé Kazakh un tout petit peu. Dans chaque société, il y a des règles. Ils sont députés, les députés de la République. Voilà. Et ils ont été élus au nom d'un parti sur base d'un projet de société. Mais je crois quand même que le projet de société que ces partis-là présentaient au peuple, c'était pour sortir le peuple congolais de la misère. C'était pour donner un avenir meilleur au peuple congolais. C'était pour le développement de notre pays. C'est ce combat-là qu'ils devaient aller mener là-bas au sein de l'Assemblée. Le budget est minable, vous vous battez pour que nous ayons un budget qui permettra le fonctionnement normal de la société. Mais il ne va pas aller là-bas à l'Assemblée pour dire que aujourd'hui le chef a dit salut, vous faites salut. Aujourd'hui le chef a dit on mange, vous mangez. Aujourd'hui le chef a dit on ne mange pas, on ne mange pas. Mais c'est qu'ils sont allés là-bas avec un idéal. Mais dans le respect des textes. Vous êtes là, nous sommes déjà à l'Assemblée nationale. Vous êtes le député de tel parti, vous vous êtes fait élire au nom de ces partis-là. Vous restez sur la liste de ces partis. Vous respectez les normes, les règles de votre parti. Mais si vous quittez votre parti, vous perdez aussi votre poste. Nous sommes déjà à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Nous vous proposons donc la rentrée parlementaire au sein des 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse. Dans son allocution, le speaker de la Chambre des députés a brossé quelques sujets d'actualité de l'heure. D'abord, la tenue du dialogue jugé par Robin Minakou comme moyen d'obtenir des élections transparentes, crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces assises sont un cadre idéal pour aplanir toute divergence. La présente session s'ouvre dans un contexte politique marqué par le dialogue politique envisagé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de permettre aux fils et aux filles de ce pays de pouvoir se parler et de réfléchir ensemble sur de nombreux défis qui nous guettent.
Il s'agit entre autres de la nécessité d'avoir un processus électoral apaisé, mais aussi en même temps de préserver les acquis fondamentaux que sont la paix, l'unité, la stabilité et la cohésion nationale. Ces jours d'ouverture de la session budgétaire ici à la Chambre des députés a été révélateur des intentions drastiques de l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement. Pour preuve, cette volonté de la représentation nationale exprimée par son président d'examiner minutieusement la loi portant reddition des comptes, exercice 2014, avant l'examen de la loi des finances, exercice 2016. Mais aussi ses soucis de doter la Cour des comptes de tout son pouvoir afin de mener à bien sa mission, ce dont le souci d'améliorer la bonne gouvernance, a fait savoir Robert Minakou. Ces derniers a fustigé également plusieurs mots qui rongent le gouvernement, notamment la non-mécanisation de quelques enseignants. La dite session sera aussi mise à profit afin d'apurer certains arriérés législatifs, a rassuré les speakers de la Chambre des députés. Léon Kengo a donné le go de la session budgétaire au Sénat. Un budget qui, outre les préoccupations d'ordre social, doit faire des élections une priorité. L'année 2016 étant une année électorale, rappelle le président du Sénat au gouvernement. Face aux contraintes financières brandies par le gouvernement Matata, les sages formulent quelques propositions qui se résument en deux options. D'une part, la concentration de tous les moyens disponibles sur le scrutin à délai constitutionnel incompressible. Je pense ici à l'élection présidentielle ainsi qu'aux élections législatives, nationales et provinciales. D'autre part, le regroupement des scrutins par délai. Il s'agit d'organiser tous les scrutins directs le même jour et tous les scrutins indirects dans les semaines qui suivent. Élection du gouverneur, du vice-gouverneur, élection du Sénat. Hormis le processus électoral, celui de la décentralisation constitue également une contrainte politique majeure. Pour le président du Sénat, face à l'irréversibilité du dit processus, avec notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est plus que nécessaire d'éviter un télescopage des processus, d'où cette suggestion du président de la Haute Chambre. Pour ma part, je suggère que les futurs scrutins directs et indirects au niveau des provinces soient organisés dans le cadre de nouvelles provinces démembrées. L'avantage de cette option est d'éviter que les assemblées provinciales actuelles ne soient amenées à élire des gouverneurs et des vice-gouverneurs pour un mandat non conforme à la Constitution, c'est-à-dire juste pour le temps d'organiser dans quelques mois de nouvelles élections. S'agissant du vote du budget, Léon Kengo Adondo ne se fait aucune illusion et surtout qu'il risque d'intervenir dans un contexte économique mondial difficile, sur fond de la tendance baissière des coûts des matières premières, mais aussi d'un faible taux de réalisation de recettes dans l'exécution du budget 2015. Qu'à cela ne tienne, quoique budgétaire, cette session ordinaire de septembre peut établir sur d'autres matières. Madame Babandoa, nous avons suivi les discours de deux speakers des deux chambres. L'une a vraiment eu l'accès sur la loi portant reddition des comptes. L'accent a été beaucoup plus mis sur le budget à l'Assemblée nationale, mais à la Chambre haute, l'accent a été beaucoup plus mis sur les élections. La priorité pour Léo Kengo, ce sont les élections qui doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Mais nous revenons à la Chambre basse. Pour vous, vous pensez que Robert Minakou a aujourd'hui ce n'est pas un peu... Comment je peux reformuler la question? Pourquoi maintenant tient-il à faire passer ou à examiner minutieusement la loi portant reddition de comptes? Et pourtant, à chaque année, ça passe comme ça. On a l'impression aujourd'hui, avec les enjeux qui arrivent, la guerre des leaderships entre les deux M se fait aujourd'hui ressentir entre Minakou et Matata. Moi, je crois que, Maman Paulette, la loi sur la reddition des comptes, ça se fait chaque année. Si vous faites la reddition des comptes, vous trouvez que le budget qui a été voté, c'était pour réaliser telle mission. Donc, au lieu de réaliser cette mission-là, on s'est préoccupé plutôt d'autres choses. Il y a eu des dépassements budgétaires. Il y a eu des dépassements budgétaires, il y avait le détournement. Ça, on peut dire le détournement. Quand on a prévu 200 millions. C'est 250 d'ailleurs. 250 millions pour les élections. Pour les élections.
et qu'on se retrouve sans ces millions-là, c'est un détournement. Et c'est à ce moment-là... Non, c'est une affectation, madame. Non, ce n'est pas une affectation. Dans la loi... On va affecter à autre chose, à d'autres intérêts. C'est ça le détournement. Le fait de prendre ce qui a été programmé pour l'enseignement et vous l'utilisez pour autre chose ou bien la route ou bien quoi, ça c'est le détournement. Mais pour la bonne cause? Pour la bonne cause, tous ces programmes, ce n'est pas une gestion dans la jungle. Pourquoi c'est une loi? Vous devez respecter l'application de cette loi-là. Si vous aviez prévu 10 000 pour les hôpitaux, prenez les 10 000 pour les hôpitaux. Si vous avez prévu 5 000 pour les routes, prenez les 5 000 pour les routes. Mais quand on va faire la réduction des comptes là, on va remarquer beaucoup d'argent qui était prévu pour tel investissement, tel investissement. Ces investissements-là, on ne les réalise pas. Et l'argent part où? Est-ce que vous êtes sûr que cette fois-ci, vraiment, les têtes vont tomber? Y aura-t-il sanction? Parce qu'on connaît l'impunité. Comment l'impunité bat son plan républicain démocratique du Congo? C'est quand même regrettable. Parce que si le Parlement avait fait correctement son travail, c'est depuis 2012 qu'ils allaient commencer à faire ce travail-là. Et on n'allait pas se retrouver dans l'impasse budgétaire aujourd'hui vis-à-vis de l'organisation des élections. Nous allons dire mieux vaut tard que jamais. Oui, peut-être parce qu'il y a les G7 qui ont parlé. C'est pourquoi il faut se réveiller et pour réagir. Heureusement qu'il y a eu quand même un groupe qui est sorti, qui a parlé. Alors les autres commencent à avoir un peu de peur pour dire non, nous allons perdre l'influence sur le terrain. Il faut qu'on trouve aussi une voie de sortie pour avoir de l'influence. Et nous craignons que ça ne soit pour ça. Léon Kengwa parlait aussi des élections. Hein. Il faut qu'on cherche par tous les moyens à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales dans les délais constitutionnels. Vraiment tout faire, chercher l'argent par tous les moyens, comme il a dit, hein, en tout cas les contraintes. Maman Paulette, en 2006... Où trouver cet argent-là? Puisque ma tante l'a dit, il n'y en a pas. On va faire quoi? On va pas faire de C'est la répétition des choses. En 2006, quand on a organisé les élections, la République n'a contribué peut-être qu'à 15%. Hein. Les 85% de l'argent des élections en 2006, c'était la communauté internationale. Nous et les catholiques, nous avions décrié ça, que l'organisation des élections, c'est l'acte de la souveraineté nationale. Il fallait que nous-mêmes, notre gouvernement, mette l'argent pour l'organisation de ces élections. On n'avait pas mis l'argent. En 2011, on devait avoir les 2 tours des élections présidentielles. On a changé ça. On a changé parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les sénateurs, les gouverneurs, les députés provinciaux. Ils ont glissé vraiment. Ils ont glissé. Ils ont fait même 2 mandats. 2 mandats. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et alors, aujourd'hui, je crois que c'est la répétition. Je ne pense pas qu'ils vont avoir l'argent. Mais pourquoi ils démissionnent pas ces sénateurs? C'est la question qu'on se pose d'ailleurs. Pourquoi eux aussi n'ont pas le courage de démissionner? Léon Kengwa Dondo, par exemple, les sénateurs, les gouverneurs. Il fallait que vous, les peuples, vous puissiez les réveiller pour dire qu'il fallait démissionner. Bon, ils sont la personne, ils les a fait partie. Et ils vont dire que nous n'avons pas demandé à être ici. Nous attendons qu'on organise les élections. C'est ça, tant qu'il n'y a pas un autre Sénat, alors nous restons. Ce n'est pas de notre faute que nous sommes là. Nous sommes là parce que le gouvernement n'a pas disponibilisé les moyens pour les élections. Pour les élections actuelles, je crois que s'ils n'ont pas d'argent pour organiser d'autres élections, la communauté internationale a décidé de mettre l'argent à la disposition des élections présidentielles et législatives. Comme ils n'ont pas si géré le budget des élections, on se retrouve dans l'impasse. Et alors, qu'on prenne l'argent de la communauté internationale pour organiser les 2 élections, si pas les 3, même les élections provinciales. Qu'on prenne l'argent de la communauté internationale, qu'on organise ces élections-là. Et surtout dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels. Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, nous allons parler cette fois-ci du meeting de l'opposition qui a eu lieu à Njili-Sainte-Thérèse cette semaine. Et comme vous le savez, on a eu à déplorer quand même des décès et des blessés dans ce meeting. Voilà, nous vous proposons donc cet élément pour se condenser. En pleine allocution de Mokia, un mouvement de masse se constate à la place Sainte-Thérèse. Tout de suite, l'on parle des jeunes masqués dont certains auraient porté des armes blanches. Aussitôt, c'est le sauve-qui-peut. La situation va laisser la place à 2 bandes, l'une se revendiquant de l'opposition,
l'autre de la majorité présenté comme fauteur de troubles. Une bataille rangée avec à la clé plusieurs victimes de part et d'autre, voire des morts. Ils ont envoyé leurs milices avec des couteaux, avec des machettes pour venir nous intimider. Mais nous ne serons jamais intimidés. Et pourtant, tout avait plutôt bien commencé. Les drapeaux et les militants de différents partis de la dynamique étaient bien en place. Les leaders, eux, se relayaient à tour de rôle avec le message du jour. Pesa ki biso toli mingi bolobi bino ba leader na biso soki bosangani te bokolonga te boete lelo ne tosangani bo esengo to esengo te pe tokosangana ti la suka tokolonga Bana Congo balobi na français L'enjeu du pouvoir n'est pas de chercher tous les mécanismes pour se maintenir au pouvoir. L'enjeu du pouvoir, c'est de résoudre les problèmes des citoyens. Banakin, debout Congolais. Debout Congolais, lobby, unis pour l'essor, unis pour l'effort. Effort à l'Elezali, 2016, 27 novembre, nouveau président de la République. Tosa mibeko et tosa yo. Tosa mibeko, population et tosa yo. Ceux qui ont allé locataires. Bayer aïe à lobby que contrat au signé qui est Sili. Tous sont néanmoins d'accord, rien, mais alors rien ne pouvait présager un tel dénouement, d'autant plus que le meeting de la dynamique de l'opposition avait bel et bien reçu l'autorisation en bonne et due forme du gouverneur de la ville. Madame Odette Babandoa, la dynamique de l'opposition, le meeting a eu l'autorisation de l'hôtel de ville, donc elle devait être sécurisée. Oui. On se pose la question, vu tout ce qui s'est passé, où est passé le service de l'ordre? Est-ce que vous étiez sur le terrain d'abord? Où était passé le service de l'ordre pour encadrer la population? La police était là, mais n'avait pas réagi. Comment ça, elle n'avait pas réagi? Malgré la bagarre? Non, pas du tout. La police était restée assise. Ils étaient là, ils étaient bien assis là, ils n'avaient pas réagi. Est-ce vous avez pu identifier ces fauteurs de troubles? Mais le fauteur de troubles là, il est connu. Il est connu. Malheureusement pour lui, on a fini par l'identifier. Et j'espère que c'est la dernière fois qu'il va foutre des bordels de cette façon. Les fauteurs de troubles là, quand nous étions ici à la Cour suprême de justice, la dernière fois on était pour le procès Kamer, avant qu'on envoie le dossier à la Cour constitutionnelle. C'était ces mêmes groupes-là qui étaient venus. Et ces personnes-là, on les avait identifiées. Et nous, quand nous allions à Ndjili, en cours de route, nous les avons vus. Ils avaient eu une panne de véhicules. Et quand on passait, ce sont mes enfants qui m'ont dit, maman, voilà les boxeurs, là, c'est les catcheurs, qui étaient venus nous déranger à la Cour suprême de justice. Voilà, ils sont là avec leurs véhicules. Ils étaient là nombreux en train d'arranger leurs véhicules qui étaient en panne. Moi, je dis, bon, j'espère qu'ils ne sont pas en train de venir. Hein. Peut-être c'était en passant. Hein, non, ils étaient en train de venir. Ils étaient là en passant. Ce sont eux qui sont arrivés. Avec des couteaux, avec des morceaux de bois. Ils ont commencé à taper sur tout le monde. Ils nous ont pris. Ils ont pris la population en surprise par derrière. Bon, comme les gens ne savaient pas ce qui est arrivé. Bon, ils ont commencé d'abord par fuir. C'est après, quand un des leaders a pris les micros pour dire ne fouillez pas, vous êtes nombreux, pourquoi vous allez fouiller? Alors c'est alors qu'ils se sont arrêtés. En se retournant, ils ont même cité nommément la personne, dit mais c'est le groupe de tel, le voilà là-bas. Alors, ils sont maintenant rentrés pour s'attaquer à eux. Mais je crois que vous avez vu les images. Il y en a un qui était tombé par terre là. Les Congolais, ce sont des gens d'un bon cœur. Mais quand ils sont dépassés, quand ils ne peuvent plus supporter, vous avez vu la façon dont ils avaient tabassé les messieurs. Ils étaient par terre, ils ont continué à les tabasser. C'est qu'ils ne pouvaient plus supporter. Alors il ne faut pas qu'on amène notre peuple à ces extrêmes-là. C'est quand même dommage. Nous devons prendre
nos responsabilités en tant qu'hommes politiques pour éviter ça. Parce qu'ils étaient en train de parler, personne n'a insulté. On ne faisait référence qu'à la Constitution. On ne demandait que le respect de la Constitution et le délai constitutionnel et l'alternance. On n'a cité personne, on a parlé de... On n'avait fait cette fois-ci outrage à personne. Bon, même la fois, qu'il n'y aura pas des arrestations même la fois cette passée, il n'y avait pas d'outrage. Même la fois passée, il n'y avait pas d'outrage. Mais eux, ils sont venus parce qu'il faut intimider le peuple. Ils sont venus intimider. J'ai suivi Vital Kamerhe parler tout à l'heure. Il a dit que vous devez être unis. Et les enjeux électoraux pointent à l'horizon, c'est vrai. Le G7 demande aussi à un moment qu'il y ait un dauphin. Vous connaissez un dauphin. Est-ce qu'il y aura un seul candidat pour l'opposition cette fois-ci? Parce que quand vous y allez aussi de façon dispersée, vous épuisez aussi vos chances. Est-ce que cette fois-ci, vraiment, vous pouvez rassurer à cette population qui vous a suivi, qui a risqué sa vie d'ailleurs pour suivre ce meeting-là, que cette fois-ci, vous pouvez nous présenter un seul candidat pour l'opposition, pour que toutes les chances soient mises de votre côté, pour qu'il y ait enfin cette alternance dans son été? Bon, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Hein. Nous voulons vraiment qu'il y ait une cohésion au sein de l'opposition. Parce que si en 2011 on a perdu, on était parti en ordre dispersé. Et nous sommes en train d'implorer les leaders politiques qu'on arrive à ce consensus-là. Okay. Parce que nous devons avoir l'alternance. Un même projet, un même programme du gouvernement qui va permettre qu'on trouve à ce moment précis une telle personne peut appliquer ce programme-là. On le met à sa disposition pour qu'il puisse. Nous allons enfin terminer, mesdames et messieurs, par la sensibilisation par rapport au découpage territorial. Les moments se veulent historiques pour les populations de l'ex-province du Katanga, aujourd'hui découpées en 4 nouvelles provinces. Et les blocs unis pour la renaissance et l'émergence du Congo est allé à la rencontre des autorités et populations locales. Objectif, palper la réalité du découpage. Une tournée qui confirme l'effectivité de la décentralisation. Celle-ci a accouché des provinces des Tanganyika, du Haut-Katanga, des Lualaba et du Haut-Lomami. Le bien fondé du découpage a été les mots-clés du porte-parole du BIREC, Daniel Mouyamba, dont le passage à Kamina a permis à l'évêque Kalala de le rappeler à l'assistance lors de cette messe dominicale. À ce jour, nous avons la joie pour nous les natifs du Haut-Lomami de voir notre province être installée. Et à cette occasion, j'invite tous les frères et sœurs du Haut-Lomami à travailler dur pour l'unité, la renaissance et l'émergence du Haut-Lomami. L'ouverture officielle de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami a été l'un des faits rassurant la réussite du découpage, mais surtout un bon départ pour cette nouvelle province. Toutes les 4 provinces, par exemple au Katanga où j'étais, fonctionnent avec les chefs de division uniques. Et c'est partout, c'est comme ça, c'est avec les chefs de division uniques. Ce qui fait que les assemblées provinciales ne sont pas déjà opérationnelles, parce qu'en train de travailler seulement sur les règlements intérieurs. Et de l'autre côté, les chefs de division uniques se sentent comme s'il est limité. Donc, à ce niveau-là, c'est ça la difficulté qu'il y a de gouvernance qu'il faudra régler. Je crois qu'avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu, cette question sera pratiquement résolue. Dans son séjour à Kalemi, le coordonnateur principal du cerveau universitaire Baloubakat a visité les mausolées du Jason Sendjoué, un des pères de l'indépendance et défenseur de l'unité du Congo, qui a aussi lutté contre la division au sein de la communauté katangaise. Nous sommes sur la même lancée. Madame Baudette Babandoa, je sais que ces derniers temps, les marmites bouent, les casseroles sont en train de bouillir partout pour les postes de gouverneur. Comme vous le savez, hein, on le sait déjà d'ailleurs qu'on va nommer les commissaires spéciaux. Le titre, je ne parviens pas à le retenir. Commissaires spéciaux. Bon, les commissaires spéciaux qui feront office de gouverneur. On se pose la question, est-ce que Madame Baudette n'est pas candidate pour être gouverneur? Je ne sais même plus dans quelle province ce découpage. Je ne sais plus dans quelle province vous êtes situé maintenant. Est-ce que pour vous, cette nomination, est-ce qu'il y a des critères pour nommer ces commissaires spéciaux?
Comment on va faire pour nommer les commissaires spéciaux? D'abord, là, il y a une violation de la Constitution. Je ne sais pas. C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a interprété. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, si c'est ça les mesures exceptionnelles qu'ils ont trouvées. Pour permettre à l'État de fonctionner. La Cour n'avait pas dit qu'on nomme des commissaires spéciaux. Si c'est ça les mesures exceptionnelles, bon, tant mieux. Mais malheureusement, je crois qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi avoir attendu 10 ans pour venir appliquer la Constitution de 2006 qui avait demandé le découpage et dans la précipitation pour nous conduire tout droit dans un trou? Si on avait, après les référendums, après les élections de 2007, on avait commencé la mise en place des provinces, nous n'allions pas avoir tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, on dort, on se réveille, on dit, on avait oublié ça. Et dans la précipitation, les commissaires spéciaux, mais dans tout ça, on va nommer les commissaires spéciaux. J'ai suivi hier, à la réunion du conseil du gouvernement, qu'on est en train de préparer un projet d'ordonnance où les cours d'appel vont être extrapolés pour plusieurs provinces. Donc ça va avoir compétence sur plusieurs provinces. Alors que la cour d'appel, c'est pour chaque province. Vous aviez voulu la décentralisation pour approcher l'administration de l'administré. Et alors si ce sont ceux-là qui doivent, la cour d'appel qui est dans l'ancienne province, que les autres vont continuer à se référer à ça, il n'y a pas eu rapprochement de l'administration vers l'administré. Aujourd'hui, on va organiser les élections provinciales. C'est que les recours, au lieu qu'on les fasse dans chaque province née, ça sera que dans les anciennes provinces. C'est vraiment du désordre. Et ce qu'on va nommer, on va les nommer pour combien de temps? Jusqu'aux prochaines élections, si je ne me trompe pas, qui auront lieu d'ici là. S'il y a dialogue et vous harmonisez le calendrier. On espère que d'ici là que les élections vont avoir lieu. Sinon, c'est pour bloquer toute la machine. Ils ont manqué l'argent pour organiser les élections des gouverneurs intérimaires. Et je ne sais même pas les élections de gouverneurs intérimaires en question. Ils allaient prendre quel article de la Constitution? Parce que la Constitution dit que les gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Et je crois qu'il y a même l'autre gouverneur du Bas-Congo qui a introduit son recours pour dire qu'il devait être élu pour 5 ans. Ces intérimaires-là, on devait les élire pour 5 ans ou bien pour 2 ans, pour des semaines ou bien 2 mois. Nous avons cru qu'on est déjà à la fin du mandat. Ça, c'est engager la République à long terme, qu'on laisse le pouvoir qui va arriver en 2016 asseoir correctement les provinces. Il n'y a pas d'infrastructure. Si on a manqué l'argent pour faire élire les gouverneurs, alors que les gouverneurs, c'est l'élection des grands électeurs. Parmi les élections les moins chères. Ce sont les élections les moins chères. Alors, on n'a pas eu l'argent pour organiser ça. Il va avoir l'argent pour construire des bureaux, des maisons de gouverneurs dans chaque province naissante. Chez moi, là-bas, dans les bas Zouélé, c'était une toute petite maison de l'office de chemin de fer de Zouélé qui abritait les districts. Maintenant, c'est là où le gouverneur va aller travailler. Et cette maison est en train de s'écrouler. Et je crains que ce soit sous l'arbre que le gouverneur va travailler. Et c'est ça le problème. Parce qu'on allait commencer par chaque province. Aujourd'hui, on veut découper les Bandundu. On découpe les Bandundu, si c'est 4 provinces. C'est 3 ou 4. On installe les provinces, on construit, on a 2 ans finis, on prend l'Équateur. On découpe l'Équateur, on installe toutes les infrastructures, les institutions en place, on passe à une autre province. Mais le tout comme ça du coup. Et vous n'avez pas l'argent pour organiser les élections de gouverneurs. Vous allez avoir l'argent pour faire fonctionner ces administrations. Merci à vous, Madame Odette Babandoa, d'être passée chez nous, d'être passée à la barre. L'expression est consacrée. Madame Odette Babandoa est secrétaire générale adjointe à l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Elle est chargée de suivi de l'action gouvernementale et de la riposte. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous avez cherché Madame Odette Babandoa. Voilà, vous l'avez retrouvée. Vraiment, parce que vous avez posé la question, elle est passée où? Vraiment, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée pour vous. Voici une dame de fer, une
compétences de mon pays. Merci à toute l'équipe technique et nous nous retrouverons avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.